Zimmerman qui est toujours extraordinaire. Voilà. Je promets rien ce soir. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Très bien. Alors, Yochanan, tu me dis quand je commence. On peut continuer, on peut commencer. Chavod. On peut commencer? Très bien. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Effectivement, comme ça a été dit, c'est une période dont on n'a pas tellement parlé. L'été 1942, en Eretz Israël, on a surtout parlé de ce qui se passait, bien sûr, en Europe. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Par contre, en Israël, apparemment, tout allait plus ou moins bien. Bien sûr, quand on compare avec ce qui se passait en Europe à cette époque-là, puisque l'année de l'extermination des Juifs en Europe, c'est 1942. Alors, pourquoi parler d'une période dont, en fait, l'épisode dont on va parler, c'est pas que ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que Rommel, qui fait à la tête de ce qu'on appelle le Corpus Africa, le corps Afrique, eh bien, il avance en Afrique du Nord. Comme vous pouvez le voir là maintenant dans la diapositive qui se trouve devant vous, on va surtout regarder ce qui se passe en Égypte et puis aussi en Libye. Eh bien, là, on peut voir que l'armée allemande, la Wehrmacht, avance donc de Libye vers l'Est, vers l'Égypte. Ils vont arriver jusqu'à El Alamein. El Alamein qui est la porte de l'Égypte, on pourrait presque dire. Un petit peu après, c'est Alexandria. Ensuite, il y a le Caire. Du Caire vers Israël, bon, c'est pas grand-chose à passer, uniquement le désert du Sinaï. Et ce que Rommel compte faire, c'est continuer après vers le nord, arriver au Liban, puis en Syrie, ensuite en Turquie, et puis finalement rencontrer les forces allemandes de la Wehrmacht qui combattent en Union soviétique, au sud de la Russie. C'est-à-dire que Eretz Israël se trouve sur sa route de Rommel. Et effectivement, en Israël, à cette époque-là, il y a ce qu'on appelle une crainte. En hébreu, ça s'appelle Mataim Yemei Acharada, les 200 jours de peur, les 200 jours de crainte. On peut dire que c'est plus ou moins du mois d'avril 1942 jusqu'au mois de novembre de cette année-là, c'est-à-dire l'été 1942, il y a une crainte en Eretz Israël. Que va-t-il se passer si effectivement Rommel va réussir à combattre contre les Britanniques et gagner la guerre d'Afrique du Nord, arriver en Égypte et puis en Eretz Israël? Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors bien sûr, en été 1942, il ne pouvait pas savoir que ce serait 200 jours de crainte. C'est uniquement une fois que tout ça, ça s'est terminé, au mois de novembre 42, on a pu compter les jours, et là, il s'est arrivé que les 200 jours de crainte étaient passés. Mais ceux qui ont vécu durant cet été-là, bien sûr, ne pouvaient pas savoir ce que nous savons, que tout ça, ça s'est bien terminé finalement, qu'après des mois et des mois de combat, là, on voit Rommel devant nous, eh bien, à El Alamein, qui se trouve donc à une centaine de kilomètres d'Alexandria, eh bien, il va y avoir le général Montgomery, qui va réussir à gagner la bataille et à renvoyer les Allemands du côté ouest, et c'est ainsi que les nazis n'ont pas finalement conquis Eretz Israël. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu Chochma le'achar ma'aseh. C'est-à-dire ceux qui vivent après, et bien sûr, ils sont tous très intelligents, ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Comme on le dit dans l'Agada de Pessah, Kulano chachamim, Kulano nevonim, Kulano yodim et historia si je rajoute, ça veut dire qu'on est tous des sages, on sait tous ce qui s'est passé, mais bien sûr qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas savoir comment est-ce que ces événements se termineraient. C'est donc cet épisode dont nous allons parler, été 1942 en Eretz Israël. Et ce que j'aimerais, dans l'heure qui va suivre, c'est poser trois questions. Trois questions. Alors, la première question est la suivante. Quand est-ce que le Yishuv, qui était en Eretz Israël à l'époque, qui comprenait, je dirais, à peu près 500 000 Juifs, il y avait à peu près un demi-million de Juifs en Israël à cette époque-là, eh bien, quand est-ce que les Juifs d'Eretz Israël ont compris qu'est-ce qui se passait en Europe? Quand est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait une Shoah en Europe, comme nous, on comprend le terme de Shoah? Et ce que j'aimerais déjà préciser avant de donner la réponse à cette question, c'est que constamment, il y avait des nouvelles qui apparaissaient dans les journaux de l'époque. Par exemple, un ghetto pour 90 000 Juifs tchèques. De quel ghetto il s'agit? Du ghetto de Theresienstadt,
Ça, on le publie dans le journal Haaretz, déjà au mois de mars 1942. C'est quelques mois après que ce ghetto ait été fondé. Ou alors, regardez, le 5 août 1942, dans les journaux en Israël, on parle de la rafle du Veldiv. C'est vraiment 3 semaines après que l'événement se soit passé à Paris. Donc, constamment, il y a des nouvelles qui apparaissent. Ou alors, 25 000 Juifs ont été assassinés en Lettonie. C'était en été 1942. Ou alors, le chef du Judenrat dans le ghetto de Varsovie, il s'appelle Adam Tcherniakov, s'est suicidé. Alors, il s'est suicidé le 23 juillet 1942. Et regardez, le 16 août, on le sait déjà en Israël. C'est-à-dire que constamment, il y avait des nouvelles qui étaient publiées en Israël. Mais, très souvent, celui qui était responsable de la rédaction, il écrivait sur le côté ou alors en bas. Ce sont des nouvelles qu'il est très difficile de savoir. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que c'est vraiment ainsi que ça se passe là-bas, à des milliers de kilomètres d'Israël? Donc, c'est la responsabilité de celui qui lit le journal de décider est-ce que c'est véridique ou pas. C'est difficile de savoir est-ce que c'est vraiment comme cela ou alors peut-être que c'est de la propagande soviétique. Allons savoir. Donc, la question, effectivement, je dois la poser. Quand est-ce que le Yishuv Hayoudi en Israël a compris qu'il y avait donc une extermination, il y avait un pitaron à Sophie, la solution finale des Juifs d'Europe? Il faut se souvenir que de 1933 jusqu'en 1939, eh bien, la politique nazie contre les Juifs en Allemagne n'était pas une politique d'extermination. Les Juifs en Allemagne pouvaient sortir, pouvaient aller, ils pouvaient émigrer dans un autre pays, en France, aux États-Unis, même en Israël. Il y a eu à peu près 80 000 Juifs allemands qui sont montés en Israël. Donc, ce n'est pas que tout de suite il y a eu l'extermination. Et même de 1939 à 1941, en Pologne, il n'y a pas eu une extermination systématique. C'est vrai que petit à petit, on a mis les Juifs de Pologne dans des ghettos. Est-ce que c'est difficile de vivre dans les ghettos? Bien sûr. Est-ce qu'il y a de la mortalité dans les ghettos? Bien sûr. Mais est-ce que c'est la solution finale avec une extermination systématique? Non. Quand est-ce que la solution finale a commencé? Au mois de juin, juillet 1941, ce qu'on appelle l'opération Barbarossa, lorsque les Allemands ont envahi l'Union soviétique. Et c'est uniquement là, à cette époque-là, en été 1941, que les Allemands ont commencé à exterminer les Juifs, tout d'abord ceux qui habitaient en Union soviétique, ce qu'on appelle Babi Yar ou alors Ponar et encore d'autres endroits. Et ensuite, il y aura, en janvier 1942, il y aura ce qu'on appelle la conférence de Wannsee. Et après, va commencer l'extermination pour tous les Juifs d'Europe. Ça veut dire que ce n'est pas que de 1933 jusqu'à 1942, la politique anti-juive des nazis a été la même. La politique a évolué. Et puisque cette politique elle a évolué, il était très, très difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si en février 1933, tout de suite, Hitler avait donné l'ordre d'exterminer, Khalila, bien sûr, Chas Khalila, les Juifs d'Allemagne, alors tout de suite, on aurait compris dans le monde juif qu'est-ce que c'est le nazisme. Mais puisque ce n'est pas ce qui s'est passé au début, beaucoup se sont dit, peut-être que l'extermination, c'est uniquement pour les Juifs d'Union soviétique, parce que les Allemands considèrent les Juifs soviétiques comme des communistes. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer pour tous les Juifs d'Europe. Alors imaginez-vous ceux qui habitaient en Israël, c'était vraiment très difficile de comprendre qu'est-ce qu'effectivement se passe là-bas en Europe. Donc ce sera la première question. Quand est-ce que les Juifs en Israël ont compris qu'est-ce qui se passait là-bas en Europe? La deuxième question, qui sera bien sûr la principale de cette rencontre, c'est qu'est-ce que les Juifs habitant en Israël à cette époque-là pensaient faire au moment où Rommel et les nazis vont conquérir Israël, et apparemment, ça va se faire. Je vous rappelle que la première défaite des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été à El Alamein. El Alamein, en Égypte, au mois de novembre 1942. Ça a été la première défaite des nazis. Ce qui fait que, apparemment, Rommel va réussir à combattre et
et conquérir l'Égypte et ensuite arriver en Israël. Apparemment, c'est ce qui va se passer. Alors, les Juifs qui habitaient à l'époque ici en Israël, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment est-ce qu'ils veulent s'organiser face à l'avancée de Rommel? Ce sera donc la deuxième question. Alors, en général, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Israël à cette époque-là, quand on parle de qu'est-ce que les Juifs habitants ici voulaient faire, alors on parle d'un programme qui s'appelle en hébreu Metzada à la Carmel, Masada sur le Carmel. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agirait d'un programme qu'au moment où Rommel passe la frontière sud d'Eretz Israël, eh bien, 500 000 Juifs montent sur le Carmel, à côté de Haïfa. Alors, peut-être que ce n'est pas uniquement le Carmel, peut-être que ça comprend un peu plus que le Carmel, aussi dans la Galilée, et puis là-bas, ils vont combattre jusqu'à ce que finalement, tout le monde soit tué, parce que personne ne pensait que ce serait possible de vaincre, bien sûr, l'armée nazie. C'est ce dont on parle. Même ceux qui se promènent aujourd'hui dans le Carmel, eh bien, les madrichim, les guides montrent là-bas, pas très loin de l'université de Haïfa, on montre là-bas, vous voyez, des tranchées comme ça, qui sont restées encore sur place, et ils disent, voilà, c'est le programme qui s'appelle Metzada à la Carmel. Alors, ce qu'on va vérifier dans un moment, c'est est-ce qu'effectivement, il y a eu un programme comme ça qui s'appelait Metzada à la Carmel. Et la troisième question, j'espère qu'on aura le temps d'y arriver, qu'est-ce que les nazis avaient prévu de faire au moment où ils arriveraient en Israël? Ça veut dire que, par exemple, dans la conférence de Wannsee, on sait qu'il y a là-bas la liste de tous les pays d'Europe, combien de Juifs doivent être exterminés. Mais il n'y a pas là-bas Eretz Israël. Mais pour nous aujourd'hui, cette question elle est importante. Est-ce que Eichmann avait prévu, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire avec 1 demi-million de Juifs qui habitent en Israël? Qu'est-ce qu'il avait prévu de faire au moment où Rommel arriverait finalement à gagner cette bataille d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient? Bon, disons que pour une sikha qui doit durer à peu près 1 heure, je pense que 3 questions, ça suffit. Donc, la première question, quand est-ce qu'ici, on a compris qu'est-ce qui se passait là-bas? La deuxième question, qu'est-ce qu'ici, on pensait faire au moment où Rommel arriverait en Israël? Et la troisième question, qu'est-ce que les nazis avaient prévu de faire avec les 500 000 Juifs qui habitaient ici en Israël? Alors de nouveau, finalement, tout cet épisode, c'est un peu de la théorie, puisque ça ne s'est jamais passé. Les Allemands, Baruch Hashem, n'ont pas réussi à conquérir Israël. Mais comme vous allez le voir, on peut des fois parler d'un épisode historique qui ne s'est pas passé. Et malgré tout, c'est intéressant et j'espère qu'effectivement, ça va vous intéresser. Donc, question, réponse, réponse. Alors, la première question est donc, quand est-ce qu'ici, on a compris qu'il y avait là-bas en Europe une Shoah, comme nous, on comprend le mot Shoah? Je vous l'ai dit, constamment, il y avait des nouvelles qui étaient publiées dans les médias en Israël. Mais on n'était pas sûr que c'était vrai. Peut-être que c'était exagéré par la propagande soviétique. Bien sûr qu'il y avait des Juifs qui avaient été tués. Lors de la Première Guerre mondiale aussi, il y avait des Juifs qui avaient été tués. Mais qu'il y avait un programme satanique, je ne sais pas s'il y a un mot comme ça en français, un programme satanique d'exterminer tous les Juifs d'Europe, ça paraissait vraiment complètement impossible. Alors, pour que vous compreniez comment est-ce que les choses se sont passées, il faut que vous ayez devant vous 2 données. La première des données, c'est qu'il y avait des Juifs qui habitaient déjà, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils habitaient en Israël, mais imaginez-vous que, par exemple, au mois de juillet ou au mois d'août 1939, eh bien, ils sont allés voir leur famille en Pologne ou alors en Autriche. Ils sont allés là-bas pour faire une visite en Europe et le 1er septembre 1939, l'invasion allemande de la Pologne. Le 3 septembre, c'est officiel, la Deuxième Guerre mondiale a commencé et ces Juifs qui étaient déjà en Eretz Israël, eh bien, ils sont là-bas en Europe et comme la guerre a commencé, ils n'ont pas la possibilité de revenir en Israël. Ça, c'est la première donnée. Et on parle de beaucoup de personnes, des centaines, peut-être même plus que cela, mais disons quelques centaines, ça, à coup sûr. Et ce qu'a fait la Sochnut HaYehudit, donc l'agence juive,
ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait passer aux Britanniques, hein, qui à l'époque c'était le mandat britannique ici, eh bien, ils leur ont fait passer une liste de ces Juifs qui habitaient en Eretz Israël et qui sont bloqués en Europe. Peut-être qu'il y aura une possibilité de les trouver et de les ramener ici, parce que finalement, ils avaient une identité qui était palestinienne, pas en rapport avec les Palestiniens d'aujourd'hui, mais qui était palestinienne, puisque c'était le mandat britannique sur la Palestine. La deuxième donnée que vous devez connaître, c'est que lorsque la Deuxième Guerre mondiale a commencé, eh bien, les Britanniques ont arrêté en Israël à peu près 3000 Allemands qui habitaient ici. Il y avait des Allemands, bien sûr, je ne parle pas des Juifs, je parle des non-Juifs. Il y avait à peu près 3000 Allemands qui habitaient en Israël. 2500 d'entre eux, ils étaient ce qu'on appelle des Templiers. Des Templiers, juste ne pas les confondre, ce ne sont pas les Templiers de l'époque des croisés, il ne faut pas les confondre. C'est ce qu'on appelle en hébreu les Templarim, qui étaient venus en Israël déjà lors de la deuxième moitié du 19e siècle pour préparer le terrain, puisque Jésus va revenir un jour ou l'autre. Et s'il arrive, il faut bien quand même qu'il y ait des chrétiens qui soient là pour l'accueillir. Et ils ont fondé ainsi, par exemple, à Haïfa, ce qu'on appelle le quartier allemand, à Moshava, à Germanite. À Jérusalem aussi, il y a la Moshava à Germanite, le quartier allemand. Peut-être que là, je parle à certains qui habitent dans ce quartier, à Moshava à Germanite. Ils ont aussi fondé quelques colonies agricoles allemandes, chrétiennes. Il y avait donc à peu près 2500 Templiers qui étaient ici en Israël. Et les Britanniques les ont arrêtés et les ont mis en état d'arrestation. En général, c'était dans des colonies agricoles. Là-bas, ils les ont mis. C'est-à-dire que les Britanniques ont arrêté à peu près 3000 Allemands de souche, et de l'autre côté, il y a quelques centaines de Juifs Eretz Israéliens qui se trouvent maintenant bloqués en Europe. Eh bien, 3 fois, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, c'est-à-dire que les Britanniques vont faire passer aux nazis des Templiers qui habitaient ici en Israël. Hein, on les sort de la captivité et on les fait passer de l'autre côté. Et les nazis, c'est complètement incroyable. Les nazis en Europe, surtout en Pologne, vont essayer de rechercher des Juifs Eretz Israël qui se trouvent là-bas, bloqués, pour les ramener finalement en Palestine. 3 fois, il va donc y avoir des échanges de captifs, je dirais. Et celle dont je voudrais parler, c'est en novembre 1942, lorsque 69 Juifs Eretz Israéliens qui sont bloqués en Europe vont finalement être échangés contre des Templiers et vont revenir en Israël. Et là, j'aimerais vous dire que c'était vraiment absolument incroyable. C'était incroyable. Imaginez-vous une personne qui s'appelait Yaakov Kurtz. Yaakov Kurtz. C'est un vrai nom, hein? Yaakov Kurtz. Ce Yaakov Kurtz, il habitait en Israël, mais voilà qu'il est allé en Pologne et que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Il se retrouvait dans un ghetto qui s'appelle Piotrków Tribunalski. Bon, on va dire Piotrków pour ne pas compliquer la chose. C'est le ghetto du Rav Lau, par exemple. Le Rav Lau, il était dans le ghetto de Piotrków. Et Yaakov Kurtz aussi. Et à partir de ce moment, ce juif d'Eretz Israël, eh bien, son histoire, ça va être comme l'histoire des juifs polonais qui se retrouvent dans ce ghetto. D'ailleurs, c'est le premier ghetto à avoir été fondé pendant la Shoah. Et voilà qu'au mois d'octobre, au début novembre 1942, il s'avère que la Gestapo le recherche. Alors imaginez-vous, la Gestapo, en novembre 1942, l'année de l'extermination, de la solution finale, c'est 1942. Lui, il est sûr que c'est terminé. Et voilà qu'on l'amène dans les bureaux de la Gestapo. On lui demande, est-ce que vous êtes Yaakov Kurtz? Il dit, oui, Yavol, c'est moi. Et alors, on le fait passer de Pologne à Vienne, en Autriche. Mais l'Autriche, en fait, c'est l'Allemagne nazie. Depuis ce qu'on appelle le Anschluss de 1938, l'Autriche, ça fait partie de l'Allemagne nazie. Et on lui donne une journée à se promener dans Vienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis quand on donne à un juif à se promener dans Vienne comme ça? Mais il doit se présenter à la fin de la journée dans un endroit. Et on l'amène là-bas avec un groupe d'à peu près 70 juifs d'Eretz Israël qui ont été retrouvés dans toutes sortes d'endroits en Europe. On les monte
dans le train, mais pas un train avec des wagons à bestiaux. Là, maintenant, on parle de ce qu'on appelle l'Orient Express, l'Orient Express, de Vienne jusqu'à Istanbul. De là-bas, on les fait passer jusqu'en Syrie. En Syrie, eh bien, ils vont faire l'échange contre les Templiers et on va amener ce groupe de 69 juifs d'Eretz Israël qui reviennent donc dans leur patrie. On les amène au camp d'internement de Aklit. Le camp d'internement de Aklit qui se trouve au sud de Haïfa. Pourquoi? Ils ne sont pas des immigrants comme les Maapilim, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils habitaient déjà en Israël. Alors pourquoi les parquer dans ce camp d'internement comme s'ils faisaient partie de l'immigration clandestine? Non. En fait, on les amène là-bas à Aklit uniquement pour quelques jours, pour qu'ils se retapent une santé, pour voir que tout va bien, et puis aussi pour leur poser des questions. Ça veut dire on veut qu'ils soient tous là-bas pour 3-4 jours, de façon à ce que les représentants de l'agence juive puissent venir là-bas et leur poser des questions. Quelles questions? Est-ce que c'est vrai? Tout ce qui se passe là-bas en Europe, tout ce qu'on entend, mais on entend, on n'en est pas sûr. Tout ce qui est publié dans les journaux, est-ce que c'est exact? Celui qui va venir pour l'agence juive parler donc à ces 69 juifs, il s'appelle Eliyahu Dobkin. Eliyahu Dobkin, là on le voit à côté de Ben Gurion, et il va poser des questions. Par exemple, il va y avoir là-bas une femme qui va commencer à raconter, et à raconter, et à raconter. Et après une demi-heure où elle donne son témoignage, Eliyahu Dobkin va lui dire, mais est-ce que vous êtes sûr que ce que vous me dites là, c'est exact? Ça me paraît complètement impossible, ce que vous me racontez maintenant. Et elle a compris qu'en fait, Dobkin ne la croit pas. Et ce qu'elle a fait, eh bien, ça a été de le gifler. De le gifler. Et ce que dira plus tard Eliyahu Dobkin, c'est que cette gifle, c'est ce qui lui a fait comprendre qu'effectivement, il y a une solution finale, une extermination du judaïsme européen. Et voilà que, juste après, par exemple, ce Yaakov Kurz dont je vous ai parlé, eh bien, lorsqu'il retournera chez lui à Tel Aviv, alors il va écrire un livre. Ce sera le premier livre sur la Shoah à avoir été publié en Israël. Ça a été en 1943. 1943, ce livre, il s'appelle Sefer Edut, c'est-à-dire un livre d'un témoignage. Yaakov Kurz. Et dans l'introduction, et vous savez que l'introduction, quand on écrit un livre, c'est ce qu'on écrit en dernier. C'est-à-dire on écrit le livre, après on écrit l'introduction. Ce que va dire Yaakov Kurz, c'est qu'il se promène dans Tel Aviv en 1943. Et les gens l'arrêtent et lui demandent, c'est vous qui êtes revenu d'Europe? Il va dire oui. Alors les gens lui demandent, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, qu'il y a une extermination et tout ce que les Allemands font contre les Juifs, est-ce que c'est vrai? Et Yaakov Kurz va dire, oui, c'est vrai. Et alors dans l'introduction, il pose la question, est-ce que les gens à Tel Aviv me croyaient ou ne me croyaient pas? Eh bien, ce qu'il va dire là-bas, moi je vais vous le dire en français, mais bien sûr c'est écrit en hébreu, eh bien, ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que j'exagérais. Ils ont commencé à me poser des questions, comme si j'étais quelqu'un qui voulait dire des choses qui n'étaient pas exactes. On a commencé à me demander, comment est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans un autre ghetto, puisque vous étiez enfermé dans celui de Piotrkov? Comment est-ce que vous savez où les Juifs ont été déportés, puisque vous n'étiez pas avec eux? C'est-à-dire que les gens avaient du mal à croire que c'était vrai. Officiellement, ça a été publié en fin novembre 1942. 69 Juifs d'Eretz Israël qui avaient été bloqués en Europe sont revenus. Et dans les journaux de l'époque, on a dit, c'est vrai, il y a une extermination. Officiellement, si je réponds maintenant à la première question, quand est-ce qu'on a compris qu'est-ce qui se passait là-bas? Ça a été en fin novembre 1942. Mais malgré tout, les gens avaient du mal à digérer, je dirais, cette nouvelle. Ils avaient du mal. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, ils avaient de la famille là-bas, en Europe. Et s'ils disaient que ce qu'avait écrit ou dit Yaakov Kurz était exact, alors ça voulait dire que la famille n'était plus en vie. Donc, au niveau psychologique, il était préférable même de ne pas croire qu'il y avait une extermination. Ça laissait quand même une porte à
un certain espoir que peut-être qu'une partie au moins de la famille est encore en vie. Mais officiellement, en tout cas, ça a été publié dans les journaux en fin novembre 1942. Regardez là dans le journal à Haaretz du 2 décembre 1942, quand on a compris ce qui se passait là-bas, alors on a commencé à appeler à ce qu'il y ait des journées de deuil, et puis aussi de jeûne, et aussi de prière, etc., etc. Là, on voit une manifestation qu'il y a eu en début décembre 1942 à Tel Aviv pour les Juifs d'Europe, là dans le journal qui s'appelle Hatzofé. Alors on dit qu'aujourd'hui, à midi, eh bien, tous les rabbins d'Israël vont se réunir dans la synagogue Rabbi Yehuda et Chassid à Jérusalem. Et voilà, là on peut voir le rabbi de Gour. Le rabbi de Gour, Rav Avraham Mordechai Alter, dans la synagogue de la vieille ville à Jérusalem, à Chourva. Donc vous voyez qu'on peut dire qu'on a donc répondu à la première question. Quand est-ce qu'on a compris qu'est-ce qui se passait là-bas en Europe? La réponse est novembre 1942. Et là, nous allons donc pouvoir passer maintenant à la deuxième question. Et la deuxième question est que, apparemment, Rommel va réussir à battre les Britanniques et conquérir Israël. Eretz Israël, apparemment, ça va se faire. Si vous connaissez un petit peu Haïfa, là on voit l'université de Haïfa. Donc ici, c'est le Carmel. Et comme je vous l'ai dit, les guides montrent de là-bas qu'il y a d'abord un panorama extraordinaire sur la baie de Haïfa. Un peu plus loin, c'est Akko. Ensuite, c'est vers Rosh Hanikra, donc vers le Liban, vers le nord. Et il y a là-bas des restes de bunkers. Il y a là-bas des restes de passages. Et ce qu'on raconte, c'est qu'il y avait un programme qui disait que le moment où Rommel passe la frontière sud d'Israël, eh bien, 1 demi-million de Juifs montent sur le Carmel, et puis finalement, lorsque les nazis vont arriver là-bas, il y aura une bataille jusqu'à ce que tout se termine. Metzada à la Carmel. Alors, il est temps de répondre à la question, est-ce qu'effectivement, il y avait un programme comme cela qui s'appelle Metzada à la Carmel? Eh bien, la réponse est non et oui. Ou alors, si vous préférez, oui et non. Alors, d'abord, je vais commencer par le non. Ce n'est pas que vraiment, il y a un programme qui a été mis en place, on prépare déjà le terrain pour 1 demi-million de Juifs dans le Carmel. Tout d'abord, expliquez-moi, comment est-ce qu'on peut mettre 1 demi-million de Juifs dans le Carmel? C'est vraiment impossible. Et puis, la deuxième chose, qu'est-ce qui pourrait être plus bête, je dirais, que de se réunir de soi-même, c'est vraiment faire les choses pour les Allemands, que les Juifs eux-mêmes se regroupent dans une sorte de ghetto, en fait. Donc, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'opérationnel en été 1942 de faire monter là-bas 1 demi-million de Juifs, ça, non. Alors, pourquoi j'ai quand même dit oui? Parce que c'est surtout après que ça a été dit. Après, surtout lorsque les rescapés de la Shoah ont commencé à arriver en Israël. Et vous savez comment est-ce qu'ils ont été reçus ici, hein? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas combattu? Pourquoi est-ce que vous êtes allé, en hébreu on dit Katson la Tevar, ça veut dire sans essayer de résister, hein, vous êtes des Juifs de la Galoute, etc., etc. Donc on sait comment est-ce qu'ils ont été reçus, les rescapés de la Shoah, lorsqu'ils sont arrivés ici. Alors beaucoup disaient, nous, si ça s'était passé, tous on serait montés sur le Carmel et on aurait combattu contre les nazis. Bon, en 1950, on peut le dire, le danger est passé, il n'y a aucun problème de dire que nous, on aurait combattu, tous combattu. Hein, si vous voulez, c'est un petit peu comme en France, où 50 millions de Français étaient dans le maquis, si je ne me trompe pas, non? Tous les Français étaient dans le maquis. C'est ce qu'ils ont raconté, ou peut-être après. Eh non, ce n'était pas comme ça. Hein. Donc, la même chose. Quand on pose la question, est-ce qu'il y avait un programme opérationnel qui a été mis en place de façon détaillée, que des centaines de milliers de Juifs montraient dans le Carmel? La réponse est non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien de prévu dans le Carmel. Vous savez que très souvent, il y a des légendes un petit peu, ou c'est une légende, mais malgré tout, il y a quand même un noyau de vérité. Et c'est ce que je vais essayer de retrouver avec vous. Quel est le noyau de vérité dans cette légende que tout le monde voulait monter, combattre dans le Carmel? Alors, la réponse est qu'il y a eu un programme
qui était en rapport avec le Carmel. Et ce programme, il s'appelle en anglais The Final Fortress, c'est-à-dire le dernier bastion. Le dernier bastion, ce programme, il a d'autres noms, comme par exemple le programme du Nord, puisque c'est dans le nord du pays, ou alors le programme Tobruk. Tobruk, c'est en Libye, Haïfa. C'est-à-dire, il y a beaucoup de noms à ce programme. De quoi il s'agit? C'est quoi ce programme qui est dans le Carmel, même si ça n'a pas de rapport, effectivement, avec ce qu'on appelle Metzada à la Carmel, mais malgré tout, il y avait quelque chose dans le Carmel. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, pour que vous compreniez ce dont je vais parler maintenant, il faut que vous sachiez deux données. Alors, la première donnée est que les Britanniques ont dit aux dirigeants de l'agence juive que si les Allemands réussissent à conquérir Alexandrie, qui se trouve donc à l'entrée ouest de l'Égypte, eh bien, eux, les Britanniques, comptent quitter la Palestine. Ils comptent quitter la Palestine. Parce que s'ils n'ont pas réussi à arrêter l'avance des nazis jusqu'à Alexandrie, eh bien, apparemment, ils n'arriveront plus à le faire au Caire ou dans le Sinaï ou en Palestine. Et donc, les Britanniques comptent quitter le pays. Quitter vers où? Vers l'Irak ou peut-être même vers l'Inde. Vers l'Inde. Ils ont même dit, les Britanniques, à Yitzhak Ben Zvi, qui était un des grands dirigeants à l'époque, ils lui ont dit, en anglais bien sûr, and God bless you, et que Dieu vous prenne en charge. Quoi. Et que Dieu vous sauve. C'est-à-dire que même avant que les Allemands arrivent en Israël, s'ils y arrivent, eh bien les Britanniques ne seront plus là. C'est-à-dire qu'un demi-million de Juifs devront se débrouiller tout seuls. Ce n'est pas du tout évident. Et la deuxième donnée qu'il faut savoir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le Carmel, la deuxième donnée est que Churchill a décidé que chaque endroit que les Britanniques quittent, eh bien, il faut laisser sur place des forces, des partisans, ce qu'on appelle. Il faut laisser sur place des partisans locaux. Mais effectivement, les Britanniques ont décidé de mettre en place une force de partisans juifs en Israël. Ah bon? Des partisans juifs en Israël? On n'a jamais entendu parler de ça. On a toujours entendu parler des partisans juifs qui se trouvaient en Russie blanche, par exemple, ou alors en Lituanie. C'est surtout là-bas qu'il y a eu des partisans juifs. Bon, bien sûr, il y en avait aussi dans le Maquis, d'autres, mais surtout là-bas, on n'a jamais entendu qu'il y ait eu des partisans juifs en Israël à cette époque-là. Mais en fait, on a tous entendu parler de cela, mais ce n'est pas toujours qu'on comprend le lien entre ce dont on a entendu parler et le fait que les Britanniques ont mis en place cette unité de partisans. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de l'unité qui s'appelle le Palmach. Le Palmach qui est l'unité d'élite de la Haganah. C'est-à-dire, la Haganah, bon, ça existe déjà depuis le début des années 20. Mais la Haganah, c'était un petit peu comme les Miloïmnikim. Ça veut dire ils venaient retourner chez eux à la maison. Toujours, le Yishuv en Israël a voulu qu'il y ait une unité d'élite. Le Palmach, mais c'était impossible de le faire. Et voilà qu'en 1941, ça s'est fait. Le Palmach a été fondé à Lag BaOmer, le 33 de l'Omer, de 1941. Par qui? Par qui? Ça dépend qui écrit l'histoire. Quand l'histoire elle est écrite par le mouvement sioniste, alors qui c'est qui a fondé le Palmach? Le premier commandant du Palmach. C'est qui? Yitzhak Sadeh. Yitzhak Sadeh, le premier commandant du Palmach, c'est lui qui a fondé le Palmach. Mais en fait, le Palmach, il a été fondé par les Britanniques, par les Anglais, comme une unité de partisans. Si jamais les Britanniques doivent quitter le pays, eh bien, il y aura une unité, pas de 500 000, c'est impossible. Une unité de quelques centaines, peut-être de quelques milliers, pas plus que cela, qui pourra combattre ce qu'on appelle une guerre de guérilla, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle des partisans. Ceux qui ont mis en place le Palmach, l'unité d'élite, qui plus tard sera tellement importante lors de la guerre d'indépendance, ça a été les Britanniques. Bon, c'est vrai que le chef, ça a été Yitzhak Sadeh. Mais en fait, ça a été mis en place par les Anglais.
C'est-à-dire que ce n'était pas clandestin au début et que l'argent était donné par les Anglais et que les directives par les Anglais, ça a été mis en place ensemble. Alors quand on parle de partisans en Israël qui devraient combattre contre les nazis si jamais ils arrivent à prendre possession d'Israël, alors où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut? Où c'est qu'il y a des forêts en Israël? Eh ben, dans le Carmel. Vous allez me dire, pourquoi pas dans la forêt de Jérusalem? Ah, ça n'existait pas encore vraiment. Et puis surtout, de toutes les façons, même le Carmel, ce n'est pas tout à fait une forêt de partisans, hein, mais c'est ce qu'il y a. Hein, on n'est pas en Lituanie ici. On fait avec ce qu'il y a. Et c'est donc le Palmar. Pourquoi c'est en 1941 que ça a été fondé? Puisque l'avance des nazis en Afrique du Nord, en fait, elle était en 1942. Alors pourquoi en 1941? Eh bien parce qu'on pensait en 1941 que puisque les nazis combattent en Union soviétique et aussi au sud de la Russie, qu'ils arriveraient à passer par la Turquie, qui est indépendante, par la Syrie, et la Syrie et le Liban, c'est Vichy, puisque c'était sous mandat français, c'est Vichy, et que les nazis arriveraient en Israël par le nord. Comme on dit en hébreu, mitzafon, tipatar, hara'a, que le mal va commencer par le nord. Et c'est pour ça que cette unité de partisans juifs, le Palmar, a été fondée en 1941 à l'Akba Omer. Et vous allez voir que les premières actions du Palmar, ça a été vers la Syrie. Par exemple, là, on voit Yitzhak Sadeh, là, on voit Yigal Allon, si vous avez entendu parler. Et là, vous voyez quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui en 1941 avait encore 2 yeux, mais lorsqu'il va aller avec les Britanniques dans le nord, ça veut dire vers le Liban et vers la Syrie, il reviendra là-bas uniquement avec un œil. Avec un œil, c'est donc Moshe Dayan. Et peut-être vous avez entendu ce chant. Il y a un chant en hébreu sur l'histoire du Palmar. Et ce chant, qui a été écrit par Chaim Chefer, il dit que Rabotai a historia choseret, donc l'histoire revient, et on dit Od niskor tachat geshem oferet, on se souviendra toujours, comment sous la pluie, besuria tsaada Palmar. Comment est-ce que le Palmar a avancé en Syrie? Ça, c'était en 1941. Finalement, tout s'est arrangé. Le mal ne va pas commencer par le nord. Mais, encore on est passé en 1942, et il s'avère que les Allemands avancent vers Israël, cette fois pas par le nord, mais par le sud. Donc il y avait besoin encore du Palmar, et c'est ce qu'on montre de nos jours dans le Carmel. Ces tranchées, les restes de bunkers, etc., etc. C'est vrai que c'est difficile de visiter de nos jours ce qu'on voit là-bas. Peut-être qu'un jour viendra où ce sera mis en place pour que cette histoire soit racontée. Et qu'est-ce qui peut être plus visible et précis que de le faire sur place même? C'est donc là-bas. Alors, est-ce que c'est pour un demi-million de personnes? Non. Alors, c'est pour combien? Je vous l'ai dit, pour quelques centaines, pas plus que ça. C'est ça qu'il y a eu donc dans le Carmel. Ça n'est pas Metzada à la Carmel pour tout le monde, mais c'est uniquement pour quelques centaines de combattants du Palmar. Alors, vous savez que dans le Palmar, il y avait plusieurs unités. Il y avait par exemple le Pal-Yam, c'est-à-dire Palmar Yam, qui était en rapport avec la mer, ceux qui plus tard amèneront les bateaux de Maapilim, d'immigrants clandestins. Il y a eu aussi les Mista Aravim, c'est-à-dire ceux qui étaient déguisés en arabes, qui se promenaient dans les villages arabes. Mais il y avait aussi une unité dans le Palmar, en 1942, qui était la plus secrète, la plus secrète. Et il s'agissait de quoi? Eh bien, il s'agissait d'une unité qui s'appelait la Machlaka Agermanite, c'est-à-dire l'unité allemande du Palmar. Il s'agissait d'à peu près 50 soldats du Palmar qui étaient préparés à être nazis. Ça veut dire quoi? Eh bien, au moment où Rommel donc arriverait ici, il devrait se déguiser en allemand et rentrer dans les forces nazies et essayer d'avoir des renseignements et de faire passer ce qu'ils entendent aux Britanniques, qui peut-être sont passés déjà entre-temps en Irak ou alors en Inde. On les a préparés. Alors, il fallait que ce soit des gens qui connaissent l'allemand de façon parfaite,
donc des immigrants qui étaient venus ici d'Autriche ou alors d'Allemagne dans les années 30, et les Britanniques ont tout fait pour les préparer. On leur a appris les chants militaires nazis, on leur a appris les termes nazis, parce que la langue nazie, ce n'est pas tout simplement la langue allemande. Ils ont leurs propres notions, il fallait leur apprendre tout cela. Celui qui dirigeait cette unité, l'unité allemande, il s'appelle Shimon Koch, à Vidan, qui lui-même était monté d'Allemagne. Et où est-ce qu'il s'entraînait? Dans une grotte qui se trouve dans le Carmel. Cette grotte, elle s'appelle Meharat HaPalmach, la grotte du Palmach. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même des choses qui ont été faites en Israël avant que peut-être, Khalila, que les nazis réussissent à arriver ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une nouvelle qui s'est arrivée, elle s'est avérée mauvaise, comment pas vraie, mais malgré tout, je vais vous parler de cet épisode. Les Britanniques ont dit, ça y est, les Allemands réussissent à conquérir Alexandrie. Ils ont déjà passé El Alamein. C'était faux, mais c'est ce qu'on a cru que c'était vrai. Et donc, envoyez maintenant une unité de Palmach au sud du pays, dans le Negev, pour arrêter un petit peu l'avance de Rommel. Bon, on a envoyé une unité là-bas, il s'est avéré que ce n'était pas vrai, et cette unité a donc été ramenée dans le nord du pays. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'un épisode qui est un peu une anecdote, je dirais? Eh bien parce que des fois, lorsqu'on chante des chants, on ne fait pas toujours attention qu'est-ce qu'on chante. Alors, dans le chant du Palmach, la première strophe, c'est en rapport avec 1941. Comme je vous l'ai dit, Erbe Souria Tzad Palmach, comment est-ce qu'en Syrie, le Palmach a avancé 1941? La deuxième strophe de ce chant qui retrace l'histoire du Palmach, c'est en rapport avec 1942. Et qu'est-ce qu'on dit dans la deuxième strophe? C'est en rapport avec El Alamein. Alors, je vais le chanter d'abord, et ensuite je vais vous l'expliquer. El Alamein afotach lo nishkacha, et el sdot hadarom harechavim, el hanegev plogonet nishlacha, im maklot ketachlif lerovim. Alors, qu'est-ce que j'ai chanté là? El Alamein, nous n'allons pas t'oublier. Comment est-ce que dans le sud du pays, dans le Negev, une toute petite unité du Palmach a été envoyée contre Rommel, avec quoi? Immaklot, avec des bâtons à la place d'armes, pour combattre contre les tanks de Rommel. Mais c'est complètement fou. On a envoyé une unité avec des bâtons pour combattre Rommel. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ça veut dire que ce n'est pas que le Palmach avait des tanks, il n'en avait pas. Il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas. Tout ça, c'était faire quelque chose pour dire on a fait quelque chose. C'est un petit peu comme la révolte du ghetto de Varsovie. C'est pas que Mordechai Anielewitsch a cru qu'il allait réussir à gagner la bataille contre l'armée allemande. Bien sûr que non. C'était faire quelque chose pour dire on a fait quelque chose. La même chose ici. Bon, finalement, ils ont été ramenés dans le nord du pays. Il s'est avéré donc que ça n'était pas vrai. Alors, si je conclue la première question, donc on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose dans le nord du pays, mais ça n'est pas pour 500 000 juifs, c'est uniquement pour les combattants du Palmach. Mais alors, si c'est comme ça, il y a une autre question que je dois poser, pas la troisième que j'ai posée tout à l'heure, mais une autre. Si finalement, le programme du Carmel, ça a été pour quelques centaines, disons quelques milliers, pas plus que cela. Alors, qu'est-ce que les 500 000 autres ont prévu de faire au moment où Rommel arriverait en Israël? Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Alors, de nouveau, comme ça ne s'est pas fait, ce n'est pas qu'on a tellement posé de questions là-dessus. Mais moi, j'aimerais la poser, cette question. De quoi les gens ont parlé durant cet été 1942? De quoi ils ont parlé? Dans les restaurants à Tel Aviv, dans les cafés à Jérusalem, ou alors dans les réunions de l'agence juive, ou alors dans les kibbutzim, de quoi on parlait? C'est vrai qu'il y en a certains qui ont dit on va combattre, mais avec quoi? Il n'y avait pas beaucoup. Donc, c'était surtout ceux qui étaient un petit peu dans la Haganah, surtout dans le Palmach, disons quelques milliers. OK. Mais 500 000 juifs, de quoi ils ont parlé? Là, je peux vous dire qu'en général, quand je pose cette question, pas à des Olim, Khadashim qui sont venus de France,
mais il y a des gens qui ont grandi ici, qui ont habité ici. Quand je pose la question, eh bien, j'entends un silence. Un silence. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans l'ambiance israélienne que s'il y a un problème, tout le monde s'engage et on va les combattre, parce qu'il y a l'armée d'Israël maintenant, qu'on n'arrive pas finalement à s'imaginer, peut-être qu'il y a eu d'autres réponses en été 1942. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que pendant de longues années, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu ici, en 1942, ou alors qui se souvient peut-être comme enfant, de quoi leurs parents ont parlé, eh bien, j'essaie de recueillir donc ces témoignages. Et ce qu'il s'avère, c'est qu'il y a eu toutes sortes de, je dirais, de réponses là-dessus. Que faire au cas où les nazis vont réussir à conquérir Israël? Alors, la première catégorie, c'est bien sûr combattre. Ah, ce n'est pas tout le monde, hein. Il n'y a pas l'armée d'Israël, il n'y a pas beaucoup de munitions, il n'y a pas beaucoup d'armes, surtout que les Britanniques sont quand même ici. Alors, il y avait par exemple Yitzhak Greenbaum, Yitzhak Tabenkin et d'autres qui ont parlé et dire oui, il faut combattre, que même si ça se termine en défaite, eh bien, on va quand même laisser en Israël un héritage de Metzada. Hein. L'héritage de Metzada, c'est surtout le Palmar, cette guerre de guérilla, comme on dit, dans le Carmel. Mais il y avait d'autres qui ont parlé de d'autres possibilités. Et certains ont dit, eh bien, il faut peut-être s'enfuir. Il faut peut-être s'enfuir d'ici, s'enfuir d'Israël, mais s'enfuir où? S'enfuir vers le sud, c'est pas possible, vers l'Égypte, puisque Rommel vient du sud. S'enfuir vers le nord, c'est pas possible non plus, puisque Rommel doit continuer vers le Liban, la Syrie, la Turquie, et finalement vers l'Union soviétique. S'enfuir vers l'ouest, c'est quoi? C'est nager dans la mer, ça, c'est pas possible. La seule possibilité, c'était de s'enfuir en été 1942 d'Israël vers l'est. Vers où? Où c'est l'est? Ou alors vers l'Irak, puisque en 1942, de nouveau, ce sont les Britanniques qui dominent la situation là-bas, ou alors, comme je vous l'ai dit, peut-être même en Inde, qui est sous mandat britannique. Certains parlent de s'enfuir du pays. Et ce n'est pas uniquement des gens, on pourrait peut-être se dire que, bon, ils ne se sentent pas vraiment une sorte d'identité avec la terre d'Israël. Non. Beaucoup de personnes se sont dit peut-être que c'est la meilleure chose à faire, de s'enfuir avec les Britanniques, puisque les Britanniques eux-mêmes comptent quitter Israël au cas où. Alors comment une partie se joigne à eux vers l'Irak ou vers l'Inde? Et on a parlé de cela, pas uniquement dans des bars à Jérusalem ou des restaurants à Tel Aviv. On a parlé de cela également dans les discussions de l'agent juive. Il y a le protocole du 30 juin 1942 que beaucoup parlent de quitter le pays. Alors la question est, on peut pas que joindre tout le monde aux Anglais. Alors qui oui, qui non? Il y a eu des discussions là-dessus. Bien sûr, rien ne s'est passé, puisque finalement, les Anglais et Montgomery ont réussi à arrêter l'avance allemande. Donc, il n'y avait pas besoin que les Juifs d'Israël s'enfuient. Mais ce que je vérifie là, c'est pas est-ce que ça a été opérationnel ou pas tout cela. Ce que je vérifie, c'est de quoi on a parlé. Et dans un moment, vous allez comprendre pourquoi c'est tellement important. Donc, on a dit, il y a eu une catégorie de réponse qui a été combattre. Il y a une autre catégorie qui a été de s'enfuir d'ici. Est-ce qu'il y a eu aussi une troisième catégorie de réaction? Et la réponse est oui. Certains se sont dit, eh bien, il faut commencer à préparer une cachette ou se cacher. Au cas où les Allemands vont arriver ici, il va falloir se cacher. Mais alors, se cacher où? Où est-ce qu'on peut se cacher en Israël? Et n'allez pas me dire dans les grottes de Bar Korva, à côté de Beth Shemesh. Où est-ce qu'on peut se cacher en Israël? Hein? Où? Eh bien, certains se sont dit, peut-être chez des amis arabes. Chez des amis arabes. Imaginons-nous qu'il y a un juif qui s'appelle David et qu'il a un ami d'enfance qui s'appelle Ahmed. Ahmed, ils sont amis. Il y avait des choses comme cela. Et alors David dit à Ahmed, dans un moment apparemment, les Allemands vont conquérir la Palestine. Et on sait ce que les Allemands font aux Juifs. Alors attention, on sait ce que les Allemands font aux Juifs, on ne sait pas encore
de façon catégorique qu'il y a la solution finale, comme je vous l'ai dit. En 1942 en Israël, on ne le sait pas encore vraiment. Mais on sait que ce que font les nazis aux Juifs, c'est terrible. Même si ce n'est pas l'extermination, c'est quand même terrible. Les ghettos, etc., etc. Alors, David demande à Ahmed, si les nazis, effectivement, vont réussir à arriver ici, est-ce que ta famille sera prête à cacher la mienne? Il y a eu comme ça, par-ci, par-là, des débuts de vérification de ce côté-là. Alors, des fois, on me dit, bah, dis-moi, Uriel, est-ce que tu crois vraiment que des Arabes de ce pays auraient accepté de cacher des Juifs en Israël? Impossible. Et moi, je dis, oui, ça aurait été possible. Bon, il valait mieux que Rommel n'arrive pas en Israël, mais je n'ai absolument aucun doute que si, chas v'chalila, les Allemands étaient arrivés en Palestine, eh bien qu'il y aurait eu des Arabes qui auraient accepté, malgré tout, de cacher des Juifs. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que, premièrement, s'il y a eu des Lituaniens, et on sait ce que les Lituaniens ont fait aux Juifs, et malgré tout, il y a quand même eu des Lituaniens par-ci, par-là, qui ont sauvé des Juifs, les justes des nations. Et s'il y a eu des Croates, on sait ce que les Croates ont fait aux Juifs, mais il y a eu par-ci, par-là quand même des justes des nations. Donc, à mon avis, il y aurait eu aussi des justes des nations parmi les Arabes de ce pays. Et deuxièmement, dans les événements de 1929 à Hébron, à Hebron, alors les Arabes de Hebron, c'est vrai, ont assassiné avec des couteaux 67 Juifs de Hebron, 1929. Mais à Hebron, il y avait à peu près 500 Juifs. Comment est-ce que les autres ont été sauvés? Eh bien, certains ont été sauvés par des Arabes de Hebron. Toujours, il y a toutes sortes. Ce n'est pas que tout le monde fait la même chose. Certains ont essayé de vérifier la possibilité, peut-être, d'être cachés chez des amis arabes. Alors, si ça s'était passé, on aurait comme ça, pour Yad Vashem, un Palestinien qui aurait été donc déclaré comme juste des nations. Comme ça ne s'est pas fait, il n'y a pas un Palestinien juste des nations. Ça, il n'y a pas. Mais ça aurait pu se faire. Il y en a certains qui ont commencé à se dire, peut-être dans des monastères, il faudrait trouver une cachette, peut-être là-bas, peut-être, pourquoi pas? Maintenant, vous allez me dire, ça commence à ressembler à ce qui s'est passé en Europe. Eh bien, effectivement, ça commence à ressembler. Dans un moment, vous allez comprendre de quoi je veux dire. Alors, on a dit qu'il y a une catégorie qui est combattre, le palmar. Il y a une catégorie qui est de s'enfuir. Il y a une troisième catégorie qui est de chercher une cachette. Est-ce qu'il y avait une autre catégorie de réaction, de réflexion? Que faire au cas où Rommel arrive ici? Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit, il ne faut pas, surtout pas combattre contre les Allemands. Et c'était à l'agent juif. Il y avait quelqu'un, que je ne vous montre pas encore sa photo, mais dans un moment, oui, qui a dit, il ne faut absolument pas combattre contre les Allemands. Parce que si le Palmar, l'Haganah, etc., va commencer à faire quelque chose contre les Allemands, alors qu'est-ce que les Allemands vont faire? Eh bien, ils vont exterminer beaucoup ici. Donc, il vaut mieux ne pas les énerver. Alors, on a demandé à ce dirigeant sioniste, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il y ait ici des ghettos? Et ça, on savait que les Allemands avaient mis les Juifs dans des ghettos en Europe. Il a dit oui. Il a dit quoi? Vous voulez qu'on se promène avec l'étoile jaune? Il a dit oui. Quoi, vous voulez qu'il y ait ici un Judenrat? Il a dit oui. Il a dit qu'est-ce qui est le plus important? C'est de combattre avec un petit peu d'armes pour sauver l'honneur, mais pas plus que ça. Ou alors, essayer de vivre une vie de ghetto, mais peut-être que beaucoup vont réussir à être sauvés. Je vous rappelle qu'en été 42, les 69 Juifs ne sont pas encore revenus d'Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est clair. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Europe? Qu'est-ce que les nazis font aux Juifs? Alors, qui c'est ce dirigeant sioniste qui parle comme ça? Qu'il vaut mieux vivre, essayer de survivre. Machenika, Iberleben, lo Hamut Kiyechie. Pourquoi? Qui est celui qui a parlé comme cela? Eh bien, c'était le dirigeant du sionisme religieux. Dans l'agent juif, il s'appelait Moshe Shapira. Moshe Shapira, le sionisme religieux, c'est ce qu'il a dit. Toujours, c'est un petit peu étonnant parce que de nos jours, le sionisme religieux, c'est celui qui est le plus activiste comme ça. Mais à l'époque, il a dit non. Le plus important, ce n'est pas de combattre pour sauver l'honneur. Le plus important, c'est d'essayer de survivre. Moshe Shapira. Et maintenant, vous allez me dire, ça ressemble vraiment avec les réactions qu'on sait qu'il y a eu en Europe, nazie. Il y a eu des Juifs qui ont essayé de combattre. Bon, pas beaucoup. La révolte du ghetto de Varsovie, un petit peu à Cracovie, à Bialystok,
par-ci, par-là, dans le maquis en France, ou alors dans tout ça, ok, les partisans, par-ci, par-là, ok. Il y a eu cette réaction-là. Il y a eu une autre réaction de Juifs qui ont essayé de s'enfuir vers l'Est, arriver au Kazakhstan ou en Sibérie même. Des fois, c'est Staline qui s'est occupé de le faire par lui-même. Il y a une troisième réaction qui a été de trouver une cachette dans un monastère, ou alors chez des justes des nations en Ukraine, en Pologne, peu importe. Et puis, il y en a certains qui ont dit, ben, si on s'est retrouvé dans un ghetto, eh bien, il y aura le Judenrat, mais on va essayer de tout faire pour survivre. Toutes les réactions que l'on sait qu'il y a eu là-bas en Europe, eh bien, ici en Israël, ça a été uniquement en théorie, hein, parce que les Allemands ne sont pas arrivés ici. Mais en théorie, tout le monde a pensé à tout cela. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que ce qui a été raconté dans les années 50, 60, 70, c'était quoi en Israël? Que les réactions juives en Europe, elles étaient parce que c'était des juifs de la galoute, des juifs de la galoute, de se cacher, le Judenrat, de s'enfuir. Nous, ici, tout le monde serait monté sur le Carmel pour combattre. Mais en fait, quand on vérifie qu'est-ce qui s'était passé online en juillet, août 42, on voit que toutes les réactions qu'il y a eu en Europe, en théorie, il y a eu ici. Et moi, je crois que c'est très important parce que ça casse ce qu'on disait jusqu'à aujourd'hui. Il y a les Juifs de Galoute, il y a les Juifs d'Israël. Eh bien non, ici aussi, il y en a qui ont pensé à s'enfuir. Ici aussi, il y en a qui ont pensé à se cacher ou alors vivre une vie de ghetto. Je crois que ça rapproche beaucoup, beaucoup des Juifs qui vivaient en Eretz Israël aux Juifs d'Europe. Mais en fait, pourquoi est-ce que ce ne serait pas comme cela? Lorsque on a des personnes et un problème historique, il n'y aura jamais quelque chose comme ça que tout le monde fait la même chose. Jamais. D'ailleurs, si vous connaissez le peuple juif, dites-moi, quand est-ce que les Juifs font tous la même chose? Hein, vous connaissez un moment où ça s'est fait? Jamais. Toujours, il y a toutes sortes de réactions chez les Juifs. C'est bien la même chose. Et moi, ça me rappelle un midrash. Et quel est le midrash? Eh bien, les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. Et voilà que le 7e jour, ils arrivent au bord de la mer Rouge. Tout d'un coup, ils regardent derrière, Paro, avec son armée. Ils regardent devant, la mer Rouge. Ils regardent à droite, le désert. De quel côté on va? On est bloqué de tous les côtés. Et qu'est-ce qu'a dit le midrash? Bien sûr, quand on dit que c'est un midrash, ça ne veut pas dire que c'est effectivement ce qui s'est passé. Un midrash, ça vient expliquer une des attitudes humaines. Qu'est-ce qui se passe lorsque un groupe d'hommes sont bloqués de tous les côtés, arrivent dans une impasse? Qu'est-ce qui va se passer? Alors regardez, puisque c'est la mer Rouge, je vais ouvrir la mer Rouge. Vous la voyez là? Je vous ai ouvert la mer Rouge. Ah, je vois qu'il y en a qui ont loupé. Alors je referme la mer, je la rouvre de nouveau. Voilà. Et que dit le midrash? Arba kitot nasu Israël alayam. Qu'il y a eu 4 groupes dans le peuple juif, le peuple d'Israël, devant la mer. Il y en a qui disent, on va sauter dans la mer. D'autres disent, on a essayé, ça n'a pas marché, on va retourner en Égypte. D'autres ont dit, on va combattre contre les Égyptiens. Et il y a eu un autre groupe qui a dit, bon, on va crier peut-être vers Dieu, je ne sais pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ce midrash vient dire? Que toujours, lorsqu'il y a une impasse, eh bien, il y en a qui voudront faire comme cela, d'autres qui vont faire comme ci, etc., etc. Donc, ce midrash, ça reflète effectivement ce qui s'est passé en Europe, mais aussi ce qui s'est passé ici. Alors, il me reste peut-être quelques minutes juste pour dire qu'est-ce que les nazis avaient prévu de faire au cas où ils arriveraient à prendre possession d'Israël. Alors, si on s'était rencontrés il y a une vingtaine d'années, je n'aurais pas pu vous dire beaucoup là-dessus, parce qu'on ne savait pas. Mais voilà qu'il y a à peu près 17 ans, à l'université de Francfort en Allemagne, eh bien, de Stuttgart, pas à Francfort, à Stuttgart, il y a eu 2 historiens allemands qui ont trouvé des nouveaux documents. Et aujourd'hui, on sait précisément qu'est-ce que l'armée nazie avait prévu de faire, en tout cas les SS, qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire avec le Yishuv en Eretz Israël, 1 demi-million de personnes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est la chose suivante. C'est qu'ils ont mis en place une unité qui s'appelait Sonderkommando, pas Sonderkommando, ça s'appelait Commando
Mitzrayim, c'est-à-dire un commando égyptien. Bien qu'en fait, il se trouvait à Athènes, en Grèce. Celui qui dirigeait cette unité, il s'appelle Walter Rauf. Walter Rauf. Alors maintenant, ce Walter Rauf, il s'y connaît dans l'extermination de Juifs, puisqu'il était en rapport avec les camions à gaz qui ont exterminé des Juifs déjà en 1941, fin 41. Donc il s'y connaît. Son unité se trouve donc à Athènes. Et ils attendent. Ils sont 24. Ils attendent quoi? Ils attendent que Rommel arrive à prendre donc la Palestine. Rommel, il ne va pas rester ici, il va continuer vers le Liban. Et alors Walter Rauf, avec son unité de 24 SS, vont passer de Grèce en Israël pour commencer ce qu'on appelle l'extermination, la solution finale des Juifs qui habitaient en Eretz Israël. Aujourd'hui, on sait, c'est prouvé dans des documents, que les nazis avaient prévu aussi l'extermination de Yishuv qui se trouvait en Israël. Vous savez, très souvent, on dit, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas enfuis d'Europe? Si les Juifs avaient fui l'Europe à temps, ils seraient venus ici, eh bien, ici, ça serait bien passé. Ben, nous, on le sait que finalement, ça s'est bien passé ici. Mais en 1942, ça n'était pas du tout clair. Normalement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, presque, je dirais. C'était prévu chez les SS qu'il y aurait une unité qui mettrait en place la solution finale de 500 000 Juifs habitant ici. Mais les historiens de Stuttgart ont posé une question que, quand même, 24 SS vont exterminer 500 000 Juifs, c'est impossible cela. Et leur réponse est la suivante. Il y a un homme qui se trouve à Berlin. Il est là-bas de fin 1941 jusqu'à la fin de la guerre. Il sera là-bas jusqu'en 1945. Et cet homme, il est invité d'honneur par Hitler à Berlin. Et il s'appelle Haj Amin el-Husseini, le Mufti de Jérusalem. Le Mufti de Jérusalem, celui qui a créé, en fait, je pourrais dire, le mouvement national palestinien, avant Arafat, ça a été le Mufti de Jérusalem. Le Mufti de Jérusalem se trouve donc à Berlin de 41 à 45. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Entre autres, il attend. Il attend quoi? Il attend que Rommel gagne la bataille au Moyen-Orient. Et alors lui, le Mufti, va passer de Berlin à Jérusalem pour aider avec ceux qui sont avec lui, à aider ce Walter Rauf à mettre en place la solution finale des Juifs d'Israël. C'est Haj Amin el-Husseini. C'est ainsi que c'est dit, donc, dans ses recherches historiques de l'université de Stuttgart. Je dois dire que quand ça a été publié ici en Israël, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que ce qu'on appelle politically correct, pourquoi parler de ce que les Palestiniens ont voulu faire aux Juifs à cette époque-là? On n'en a pas tellement parlé. Mais ça a quand même été publié, même par Yad Vashem. De la même façon qu'il y a eu des collaborateurs lituaniens, français, etc., qu'il y aurait aussi eu des collaborateurs arabes de Palestine pour aider les nazis, les SS, à mettre en place la solution finale des Juifs d'Eretz Israël. Il y a une question que les historiens n'ont pas posée là-bas, et qui est, est-ce qu'ils avaient aussi pensé où exterminer les Juifs d'Israël? Ça, ils n'en ont pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de document. Mais vous savez que des fois, surtout quand on parle du nazisme, il n'y a pas de document. Par exemple, il n'y a pas de document sur la décision d'Hitler de la solution finale. Il n'y a pas de document là-dessus. Wannsee, ça n'a pas de rapport. Ce n'est pas à Wannsee que la solution finale a été décidée. Ça a été décidé avant, mais il n'y a pas de document. Il n'y a pas. Des fois, les choses étaient dites, ce qu'on appelle oralement. Mais malgré tout, il y a, on peut savoir où peut-être les nazis, les SS avaient prévu d'exterminer les Juifs d'Israël. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, autrefois, il y a eu un journaliste qui s'appelait Chaviv Knan, un journaliste juif. Chaviv Knan, et ce Chaviv Knan, il habitait à Jérusalem en 1941-42, il travaillait dans la police britannique. Il avait un ami arabe, un officier arabe. Ils étaient très, très amis. Et cet officier arabe, il s'appelait Faiz Bey Idrissi. OK. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1948, alors lui, il s'est retrouvé à Chaviv Knan dans l'État d'Israël,
Et par contre, son ami arabe s'est retrouvé en Jordanie. Ce qui fait que pendant une vingtaine d'années, ils ne se sont pas rencontrés. Après la guerre des 6 jours, Raviv Knan a cherché son ami de l'époque où il était dans la police britannique à Jérusalem. Il l'a retrouvé. Et là-bas, ils se sont rencontrés à Jéricho. Et ils ont bu un café, etc. Et alors, son ami lui a dit, écoute-moi bien, Habibi. Mais ça sort bien parce que son nom, c'est Habibi. Écoute-moi bien, Habibi. Je me souviens encore, qu'est-ce que les partisans du Mufti de Jérusalem disaient en été 1942? Alors Knan lui a demandé qu'est-ce qu'il disait. Il disait qu'ils avaient déjà prévu où seraient tués les Juifs, assassinés les Juifs d'Israël. Alors Knan lui a demandé où, et la réponse de cet officier arabe de l'époque 1941-42 a été dans la vallée de Dotan, Emek Dotan. Où ça se trouve Emek Dotan? Ça se trouve dans la Samarie, dans le Shomron. Je ne dis pas que c'était prévu de faire ça là-bas parce que c'est l'endroit où Yosef a été vendu en tant qu'esclave, il est descendu en Égypte, ça n'a pas de rapport. C'est là. Emek Dotan. Et alors, Raviv Knan, qui était journaliste, a publié dans le journal Haaretz, à Mufti Tichnen Misrafot la Yehudim be'emek Dotan. C'est-à-dire que le Mufti avait prévu des chambres à gaz pour les Juifs dans la vallée de Dotan. Et si tout cela est vrai, tout ce que je vous ai dit, eh bien, ça veut dire que les Juifs d'Eretz Israël ont été sauvés de la Shoah. Les Juifs d'Eretz Israël ont été sauvés de la Shoah. Les nazis avaient prévu d'exterminer le Yishuv ivri en Israël. Ils ont été sauvés de la Shoah. Ceux en hébreu qu'on a l'habitude d'appeler les Nitzolei Shoah, les rescapés de la Shoah. Est-ce qu'ils ont survécu la Shoah? Ils ont peut-être survécu. En hébreu, ça sort peut-être mieux, je ne sais pas comment dire ça en français, entre Nitzolei Shoah et Sordei Shoah. Parce que ceux qu'on a l'habitude d'appeler les Nitzolei Shoah, ce n'est pas que la Shoah n'est pas arrivée chez eux. La Shoah est arrivée dans leur maison, a assassiné une bonne partie de la famille. Ils ont rêvé de la Shoah après pendant des dizaines d'années, chaque nuit, parce qu'ils ont été sauvés de la Shoah. Non, peut-être qu'ils ont réussi à survivre à la Shoah, Sordei Shoah. Mais ceux qu'on a l'habitude, mais ceux où la Shoah aurait dû, d'après les nazis, arriver chez eux, mais finalement ça ne s'est pas fait, comme les Juifs qui habitaient ici en Israël. Alors eux, ce sont des Nitzolei Shoah. Ceux qui habitaient en Israël, ce sont des Nitzolei Shoah. Vous savez quoi? Si on comprend les choses de la façon suivante, on peut dire les Juifs yéménites, ce sont des Nitzolei Shoah. Et les Juifs d'Iran, ce sont des Nitzolei Shoah. Je pense que tout le peuple juif, on doit le diviser entre Sordei Shoah et Nitzolei Shoah. En hébreu, ça sort, je ne sais pas comment dire ça exactement en français, mais effectivement, ceux qui habitaient ici ont été sauvés finalement de la Shoah. Yishuv Ivri Nitzal Me'ashmada. Alors maintenant, on va conclure. En 2-3 minutes, on va terminer. Dire qu'il y avait quand même une personne, c'était un rabbin, c'était le Rav Herzog, le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz à l'époque, qui disait, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Yesh Khurban Rishon, Yesh Khurban Sheni, En Khurban Shlishi. C'est-à-dire, il y a la destruction du premier temple, il y a la destruction du deuxième temple, il n'y aura pas la destruction du troisième temple. Donc, il n'y a rien à craindre, tout se passera bien. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Malgré tout, je dois dire que ce qu'il a dit, le Rav Herzog, c'est un peu problématique. Il ne faut pas prendre ça trop comme si c'était quelque chose, de la sécurité sociale divine. Que quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de problème. Peu importe ce que le gouvernement va faire, yeh beseder. Dire yeh beseder, c'est très dangereux. Alors peut-être que la tradition dit que le troisième temple ne sera pas détruit, ok, mais malgré tout, il y a beaucoup de responsabilités sur les hommes et sur nous. Pas uniquement sur Dieu, ça c'est en ce qui concerne le Rav Herzog. Maintenant, regardez juste pour tout terminer, que finalement, en 1942, au mois de novembre, eh bien, Monty a réussi à repousser les Allemands vers l'ouest. Ce qui fait que Eretz Israël a été sauvé. Et voilà qu'au même moment, en novembre 1942, sont revenus en Israël 69 Juifs, Eretz Israélites, qui avaient été bloqués en Europe, qui ont été échangés contre des Templiers, sont revenus ici. Vous voyez un petit peu la chronologie. Ce qui fait que tout l'été 42,
eh bien, ces 69 Juifs ne sont pas encore revenus. Et lorsque finalement les Allemands ont été repoussés, ça a été clair que les nazis n'arriveraient pas en Israël, sont revenus à ce moment même, novembre 42, 69 Juifs qui ont raconté qu'est-ce que les Allemands vraiment font aux Juifs. Et là, ceux qui étaient ici ont compris qu'ils avaient été sauvés. Par qui? Par les Britanniques. Par les Britanniques. On avait été sauvés par les Anglais, grâce à eux. Et quelques semaines après, ça a été Hanouka. Et lorsque on a allumé les bougies en Israël de cette année-là, Tavshin Gimel, 1942, la deuxième bracha, Shassan Nissim La'avoteinu Bayamim Ahem, on remercie Dieu qui a fait des miracles à nos pères à l'époque antique, Bayamim Ahem, lorsque cette année-là, ils ont rajouté les deux derniers mots qui sont Bazman Hazeh, Shassan Nissim La'avoteinu Bayamim Ahem, Bazman Hazeh, eh bien, à Hanouka 1942, ils avaient de quoi dire cette bracha avec beaucoup de kavana, comme on dit. Parce qu'effectivement, Nes Gadol Kara Po. Un grand miracle s'est passé en Israël en 1942. C'était pas loin que les choses se passent différemment, mais non. Shassan Nissim La'avoteinu Bayamim Ahem, Aval Gam Bazman Hazeh. Zéro zé. Monsieur Botbol, vous êtes là? On est tous là. Un grand, grand merci, Auriel. Il y a déjà une question sur le chat. Oui. Il y a quelqu'un qui nous dit que finalement, les nazis ne voulaient pas vraiment rentrer en Palestine, que Hitler avait donné un ordre de ne pas rentrer en Palestine, mais d'aller en Russie. Est-ce que c'est vrai? De toutes les façons. Je ne comprends pas tout à fait la question. Si la question est que si tout dépendait de Hitler, il aurait laissé tomber l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord ne l'intéressait pas. À partir de 1941, tout doit être dirigé contre Staline et l'armée rouge en Union soviétique. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mussolini et les Italiens ont commencé une bataille contre les Anglais en Afrique du Nord. Les Britanniques ont réussi contre les Italiens, ce qui fait que ce qu'a fait donc Hitler, c'était envoyer de l'aide aux Italiens en Libye. Si ça dépendait d'Hitler, il ne l'aurait pas fait. Si c'était ça la question, alors c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'était pas dans les premiers projets, les projets les plus importants d'Hitler, d'arriver en Palestine. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais en tout cas, c'est la réponse que j'ai donnée. Merci. On va maintenant vous permettre d'ouvrir votre micro. Voilà, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro et poser une question. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est un témoignage direct parce que mon grand-père et ma mère étaient en Égypte à l'époque, avant El Alamein. Et donc, on m'a raconté toute l'histoire, comment les Arabes attendaient les Allemands, ils faisaient avec la main le signe qu'ils allaient égorger tous les Juifs. Ça, c'est ce qu'on me racontait. Et comme mon grand-père travaillait pour l'Intelligence Service, on les a évacués par train vers la Palestine pour fuir les Allemands. Oui. Eh bien, là, en tout cas, merci. Et en Israël, c'était la même chose. Il y avait beaucoup ici qui attendaient Rommel. Ça veut dire beaucoup d'Arabes attendaient que Rommel. Exactement la même chose. Oui. Je voudrais, c'est possible de parler? Oui. Qui c'est qui parle? Qui veut parler? Laurent. Voilà. Un peu de lumière, Laurent, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Vous êtes caché là? Vous êtes caché de quelque chose? Non, je ne suis pas caché. J'étais dans le noir, j'ai été pris. Je voudrais intervenir à l'intervention de Gérard Sophir, qui pose la question de savoir si Walter Rauf était celui qui était en Tunisie. La réponse est oui. Oui. Il avait préparé l'extermination des Juifs de Tunisie et c'était le Rauf qui avait organisé les camions à gaz de Belzec. Effectivement. De Khelno. Voilà. Effectivement, Rauf, finalement, sera de novembre 42 à mai 43, il sera en Tunisie, exactement. Bon, c'est tout, c'est bon? Autre question, chers amis? Moi, je voudrais poser une question. Oui. À partir du moment où on a compris au Yishuv ce qui se passait en Europe, qu'a fait le Yishuv par rapport à ça? Et est-ce que le Yishuv avait des moyens de faire quelque chose pour sauver des Juifs d'Europe?
Alors ça, c'est une grande question. C'est une grande question. De toutes les façons, jusqu'en novembre 1942, le Yishuv, tout d'abord, doit réfléchir que faire avec lui-même, puisque Rommel est sur la route d'Israël. Mais c'est vrai que lorsque la crainte nazie est terminée, puisque Rommel est repoussé en Afrique du Nord, alors on a essayé ici de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on ne pouvait presque rien faire. Avec quels moyens? Quoi faire? Alors toujours, on peut dire qu'on peut faire un peu plus. De toutes les façons, on peut faire un peu plus. Alors, il y a eu des manifestations ici en Israël, à Tel Aviv. Il y a des rabbins qui sont allés prier à la tombe de Rachel, Kever Rachel, et aussi toutes sortes d'endroits. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? C'est vrai que celui qui dirigeait, je dirais un petit peu, si vous voulez, le ministère des Affaires étrangères de l'agence juive, qui s'appelait Moshe Chertok, plus tard Moshe Sharet, il a essayé de faire des choses face aux Britanniques, le gouvernement britannique. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il y a une guerre. Aussi bien les Britanniques que les Américains disent, de toutes les façons, il y a des dizaines de millions de personnes qui meurent, qui sont tuées dans cette guerre. Alors aussi, il y a aussi des Juifs, c'est vrai. Qu'est-ce que l'agent juif pouvait faire? On peut toujours faire un peu plus, ok, mais on ne pouvait pas sauver les Juifs qui étaient en Europe, c'était absolument impossible. C'est vrai que Ben Gurion, quand il a compris cela, que c'est de toute façon impossible de sauver le judaïsme européen, on ne peut rien faire, peut-être un peu par-ci, par-là, mais pas plus que cela, eh bien, il a dit qu'il faut mettre en place le futur État d'Israël. Si la guerre se termine, en 1943, c'est clair que les Allemands vont perdre la Deuxième Guerre mondiale, alors il faudra fonder un État pour les Juifs et que les rescapés de la Shoah qui ne voudront plus retourner dans leurs anciennes maisons complètement détruites, en Pologne, en toutes sortes d'endroits, eh bien, il faut mettre en place. Ce que Ben Gurion a dans la tête maintenant, ce n'est pas de sauver le peuple juif, parce que de toutes les façons, c'est impossible, mais de mettre en place le futur État d'Israël. Et c'est une grande question, c'est aucun doute. Et il y a l'histoire de Hana Senesh. On a essayé de faire quelques opérations. Mais pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est-à-dire, alors, alors, il y a un peu plus d'une trentaine de parachutistes Eretz israéliens qui ont donc été parachutés en Europe. C'est eux qui vont aller sauver le peuple juif? Non. C'était faire quelque chose pour dire on fait quelque chose. OK. Regardez ce qui s'est passé. Hana Senesh, elle a été parachutée. Elle a passé la frontière vers la Hongrie. Tout de suite, elle a été arrêtée. Elle était en prison et les Hongrois, finalement, l'ont exécutée. Donc, rien, ça n'a pas aidé. Donc, c'était OK, faire quelque chose pour que ce soit écrit après, on a fait quelque chose. C'est vrai qu'au début de l'État d'Israël, le mouvement sioniste a tout fait pour montrer on a fait, Hana Senesh. Okay. Mais en fait, quoi Hana Senesh? C'est-à-dire le peuple juif à l'époque était dans une situation impossible et le mouvement sioniste ne pouvait pas sauver le peuple juif. Et les Juifs américains? Et les Juifs américains aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? D'abord, le lobby juif américain, ce n'est pas le lobby juif d'aujourd'hui, d'abord. Ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une guerre. Il y avait une guerre mondiale. Donc, on disait, OK, il y a aussi des Juifs qui sont tués. Mais il y avait ce qu'on appelle en hébreu un milkoud. C'est-à-dire que, aussi bien pour les Britanniques, mais surtout pour les Américains, il ne fallait pas que les Américains croient qu'on rentre en guerre mondiale pour sauver les Juifs. Ce n'est pas pour ça qu'on va envoyer nos enfants en Europe. Si c'est pour sauver le monde du fascisme, du nazisme, pour sauver le monde démocrate, ça oui, on va envoyer nos enfants combattre en Normandie, en France et en Europe. Mais si c'est pour sauver les Juifs, ça, non. Ce qui fait que lorsque les Juifs venaient, les Juifs américains, vers des politiques américains, très souvent, les politiques américains disaient, OK, on entend, mais quand les Américains et les Soviétiques, etc., vont gagner la guerre mondiale, eh bien, les Juifs seront sauvés. La question, combien de Juifs seraient encore en vie lorsque ça se passera? Il n'y avait pas beaucoup de collaboration et pas beaucoup d'efforts pour sauver les Juifs parmi toutes les nations. C'est vrai. Malheureusement. Ouais, bah oui. C'est un autre sujet. Top, alors je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, c'était vraiment formidable. Merci bien. תודה רבה. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. הכל בסדר. Même avec le coup.
Toda Rabba. תודה. Tודה Rabba Uriel. Tout Merci à beaucoup À à demain, tous. si vous voulez bien.